suis pas là pour dire quelque chose pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour dire je défends les Palestiniens. J'ai éprouvé le besoin de dire mes ambitions, elles sont plus larges que ça. Et j'ai dit, donc ce matin, je ne suis pas là pour défendre, je vais peut-être vous déplaire, mais je ne suis pas là pour défendre les Palestiniens. Je ne suis pas là pour défendre les Arabes. Pour défendre des principes. Les musulmans. Je suis là pour défendre les principes humanistes, universels, qui nous réunissent tous à l'échelle de cette planète, quelle que soit notre culture, notre langue, notre nationalité ou notre religion. Et je pense que c'est du monde. Elle n'est pas entre les juifs et les chrétiens et les musulmans, elle est entre les dominants et les dominés. Et dans toutes les cultures, dans toutes les religions, il y a des gens qui sont en situation de domination et qui ne veulent pas perdre leurs privilèges à très court terme, quitte à perdre leur âme. Et ils sont prêts à vendre leur âme, leurs principes, leur éthique pour garder le bénéfice de l'accès aux ressources que leur donne leur positionnement économique. C'est un véritable tournant historique. L'opinion mondiale est mobilisée jusqu'au Kamtchatka, en passant par le Kyrgyzstan ou n'importe où. Et je dois dire que mes amis palestiniens suivent ça avec passion. Et ils sont encore plus émus lorsqu'ils voient une petite manifestation dans une île perdue dont ils ignoraient même le nom. Ils se sont rendus compte que finalement, l'une des motivations de l'offensive palestinienne du 7 octobre, l'un des buts a été atteint, le principal peut-être. C'est que les peuples ne sont pas aussi dupes que cela. Exactement, et ça... Ce sont les Palestiniens qui se sont trouvés en situation de combattre ceux qui voulaient résister par les armes à l'occupation israélienne. Donc évidemment, l'autorité palestinienne, toute la mécanique d'Oslo était faussée dès le début. Je lisais récemment des petits détails quand même sur... Bon, les Norvégiens sont à l'honneur ces temps-ci, mais on sait maintenant que pendant toutes les négociations d'Oslo, les Norvégiens passaient les secrets des conversations aux Israéliens. Vous voyez un peu la structure internationale, à quel point elle était complètement unilatérale. Donc effectivement, on ne parle plus... pourquoi les Israéliens ont peur qu'il y ait des élections? Parce qu'on sait déjà que dans la Cisjordanie, dans la Difa, Gharbiya, on sait que où Hamas n'est pas présent. On sait qu'aux élections étudiantes, c'est Hamas qui remporte les élections. Donc on sait très bien que l'autorité palestinienne est dépouillée de tous ses attributs de résistance à la colonisation et ce transfert s'est fait à ceux qui ont maintenu la tête haute et avec le coût que l'on sait, qui est celui de la résistance armée, quoi. Docteur, encore quelques distorsions par rapport à la couverture de la guerre actuelle à Gaza, commise par les médias, globalement, et notamment monsieur... Les bébés brûlés, toute la propagande. Oui, tu as raison. Je vous donnerai la parole sur le même sujet dans un instant. Je reviens à cet entretien de Charles Anderlin qui reprend la rhétorique des nouveau-nés, des femmes violées. Crimes sexuels. Des crimes sexuels, alors qu'il n'y a pas eu... et ça a été d'ailleurs, il y a eu une pré-enquête, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse internationale, mais il y a eu quand même une délégation de l'ONU avec des vrais spécialistes qui sont allés faire une enquête où ils ont avoué d'ailleurs dans leur enquête que très peu d'éléments avaient été mis à leur disposition pour pouvoir, on ne les avait pas aidés en gros si vous voulez, mais en tout cas quand on parle de femmes violées dans n'importe quel endroit du monde, on a des prélèvements et on a à la fois la preuve du viol et l'ADN du violeur. Il n'y a pas eu un seul prélèvement qui a été fait. Si les Israéliens l'avaient fait, on le saurait. Les scènes de crime ont été immédiatement modifiées, sont totalement inutilisables devant un tribunal. Eh bien, M. Anderlin nous en parle encore dans une interview récente. J'ai été une fois seulement en discussion sous une caméra avec un contradicteur. Je veux dire que j'ai été stupéfié et je suis sorti comme un boxeur qui a haute bouche. Je suis parti et qui m'a expliqué que chez une famille israélienne, on avait retrouvé 38 spermes différents. 38 spermes différents. Vous voyez, dire ça dans un grand média et sans en payer les conséquences, vous voyez, ça vous donne un petit peu l'idée du délabrement de notre système. Moi, j'aimerais vous poursuivre dans le même sens, M. Burga. Oui, mais à Istanbul, il y a quelques mois, j'avais
j'avais approché une ONG américaine avec laquelle je ne suis pas en totale empathie, parce que sur la Syrie, qui est un pays qui m'est très cher puisque j'y ai résidé longuement, ils ont le discours complotiste. Mais M. Blumenthal, pour ne pas le citer, qui a une belle superficie médiatique, a fait une enquête sur les conditions dans lesquelles, après 2 mois de guerre, Israël a senti qu'il perdait le soutien d'un certain nombre de députés américains. Et il y a eu un brainstorming pour chercher sur quel terrain ils allaient remobiliser la haine anti-israélienne. Et ils ont fait des sondages. Qu'est-ce qui est le pire? De tuer quelqu'un? De le violer? Ah, voilà. Et ils ont décidé, cyniquement, de se déplacer sur le terrain du viol. Et écoutez bien les informations après les premiers récits des attaques du 7 octobre. Il n'y a pas de viol. De toute façon, c'est une séquence. Je me suis disputé avec ma sœur. Elle m'a dit, s'il y avait des hommes en armes et des femmes, il y a des viols. Je lui ai dit, mais ils ne sont pas restés 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est une opération qui a duré quelques heures. Et on a une contre-enquête qui a été menée, que vous avez évoquée, qui a véritablement, que Haaretz a été obligé de reprendre, qui a dit qu'il... Alors évidemment, les viols, mais c'est une décision cynique, rationnelle de la communication israélienne. 2 mois après, donc je conclus ce que je disais, écoutez les premières semaines de revendications israéliennes, il n'y a pas de violence sexuelle. Elles vont apparaître au bout de 2 mois comme le résultat d'une décision tactique de la communication israélienne de chercher quelque chose pour parfaire l'épouvantail palestinien. Ben voilà, alors on a dit les bébés brûlés, il y avait 40 bébés brûlés, ils étaient pendus à des cordes à linge, etc., etc. Tout cela a été... Le fait que les Israéliens fabriquent cette propagande, à la limite, mais le fait que nous la reprenions, le fait que le président Biden, personnellement, dise oui, j'ai vu les évidences photographiques, et que absolument 90% de la presse française ne veuille pas, et ne veuille même pas démentir, dès lors que l'on sait maintenant que tout cela est faux. C'est ça qui est très grave. C'est ça qui est très grave. Ça veut dire que nous n'avons plus de colonne vertébrale éthique. Nous ne sommes plus capables de nous représenter dans le monde avec le prix de tenir compte de la réalité telle qu'elle est. Et ça, je pense que même pendant la guerre d'Algérie, qui est une des pages noires de l'information en France, on avait des segments de la société beaucoup plus substantiels qui produisaient une contre-analyse. Cette contre-analyse, actuellement, elle n'existe plus, malheureusement. Elle s'est réfugiée sur les réseaux sociaux. La réalité telle qu'il est, c'est à peu près le slogan de notre chaîne, « Osons voir le monde tel qu'il est ». Monsieur Oberlin, en évoquant l'Algérie ou la guerre d'Algérie, quels sont encore aujourd'hui les pays, les États souverains qui soutiennent vraiment et sincèrement et justement ce qu'on appelle la cause palestinienne? La question est embarrassante parce que les pays, est-ce que c'est les opinions ou est-ce que c'est les exécutifs? Alors, si c'est les opinions, on peut dire le monde entier. Il y a plus qu'un sondage qui a été fait. Les derniers votes au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies montrent une écrasante majorité. Il y a un certain nombre de pays qui, comme toujours ou comme souvent, ne se prononcent pas. Et puis reste d'un côté une extrême minorité comprenant les États-Unis, Israël, quelques îles du Pacifique et l'Ouganda. Sous tutelle américaine. Voilà, sous tutelle ça veut dire américaine. aussi que les peuples ne sont pas aussi dupes que cela. Exactement. Et ça, c'est un véritable tournant historique. L'opinion mondiale est mobilisée jusqu'au Kamtchatka, en passant par le Kyrgyzstan ou n'importe où. Et je dois dire que mes amis palestiniens suivent ça avec passion. Et ils sont encore plus émus lorsqu'ils voient une petite manifestation dans une île perdue dont ils ignoraient même le nom. Ils se sont rendus compte que finalement, l'une des motivations de l'offensive palestinienne du 7 octobre, l'un des buts a été atteint. Le principal peut-être. Oui, allez-y. Je veux poursuivre
non plus sur le bon côté, le verre à moitié plein des opinions publiques, mais sur le verre à moitié vide ou complètement vide du leadership arabe. Il faut quand même dire un mot. Et vous allez voir, je transforme cette proposition en une proposition optimiste. Mais il faut bien rappeler que 90% des chefs d'État arabes actuellement sont en compétition pour être le soutien le plus efficace, le plus discret mais le plus efficace des Israéliens. De la Jordanie qui fait des voies de circulation. Parlez-moi des 10%. Lesquels? Les Houthis. Les Yéménites. Les Yéménites. Et puis, bien sûr, j'ai dit monde arabe, disons monde musulman. Les Iraniens qui n'ont pas fait que des choses bien dans la région sont restés fermes dans leurs bottes. Le Hezbollah est resté ferme dans ses bottes. L'État syrien, c'est fini. L'État syrien, on en reparlera parce que c'est complexe. Mais, au Maghreb, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains. Oui, il y a des nuances. Le leadership tunisien, le leadership algérien ont actuellement au moins un discours constant. Et évidemment, la tache noire, c'est le Maroc qui a vendu son âme en rémunération du Sahara occidental, qui a complètement vendu son âme actuellement à la logique israélienne. Et ça, c'est important à dire. Pourquoi ? Pourquoi j'y vois quelque chose d'optimiste ? Parce que ça nous interdit de raisonner, de faire des condamnations essentialistes. On ne peut pas dire « Ah, les Occidentaux, ah, les Juifs ». Non, parce qu'on doit dire aussi « Ah, les Arabes ». Parce que le leadership arabe et une bonne partie des élites économiques arabes fait la même compromission, fait la même contre-performance éthique et politique que les Occidentaux. Parce que pour moi, un Palestinien, ce n'est pas linguistiquement, ce n'est pas religieusement un frère pour moi. Mais pour Abdel Fattah Sisi, ça devrait être un frère. C'est un arabe, c'est un musulman. Or, la prestation qu'ils fournissent dans ce contexte-là, elle est tout particulièrement honteuse. Et donc le bon signe, c'est que la fracture du monde, elle n'est pas entre les juifs et les chrétiens et les musulmans, elle est entre les dominants et les dominés. Et dans toutes les cultures, dans toutes les religions, bénéficient de l'accès aux ressources que leur donne leur positionnement économique, politique. C'est le cas des Émirats, c'est le cas de l'Arabie Saoudite. C'est malheureusement, on est un peu triste de le dire en tant que Français, mais c'est malheureusement le cas du leadership marocain en ce moment. Alors, un tout dernier mot pour chacun avant de conclure. Mais je rappelle que le 25 janvier prochain... Que le détail de l'accord qui est en voie d'être signé, que son détail soit respecté avec d'énormes inquiétudes, car demander à l'État d'Israël et à ses dirigeants actuels de respecter un accord signé, ils ne l'ont jamais fait. Ce serait une première historique, mais pourquoi pas? On peut penser que finalement la fatigue de la guerre... les risques d'implosion de la société israélienne vont aboutir à. Mais le détail de ce qui a été proposé est très important. Là encore, je regretterais que les médias en France, concernant cet accord, expliquent que les deux parties prétendent que l'autre a apporté des modifications de dernière minute. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Hamas a publié instantanément ces jours-ci l'accord qu'ils étaient prêts à signer au mois de mai dernier, et on peut voir qu'à la ligne, au mot près, au jour près, c'est exactement le même accord. Donc on peut se dire, quelle responsabilité avons-nous avec les 100 000 morts que va coûter le temps qui s'est passé entre le mois de mai et aujourd'hui. Donc espérons que cet accord sera respecté, et cet accord, au-delà, il se faut... Et là encore, je n'ai pas entendu un seul journaliste depuis un an dans les pays occidentaux expliciter le positionnement du Hamas, qui est le principal mouvement. Il n'était pas le seul concernant l'avenir. Et cette position, c'est une position qui date de plusieurs dizaines d'années, qui remonte même au cheikh Yassine. Et c'est la position par laquelle Fatou Bensouda avait conclu le mémoire par lequel elle avait ouvert une enquête approfondie. Elle avait dit, Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, elle avait dit « je décide, ou je propose », elle a proposé à la Cour qui a accepté, « je propose d'enquêter sur depuis telle date, le 14 juillet ou le 14 juin 2014, peu importe, et je propose, puisqu'on va faire une enquête sur tous les crimes de guerre commis par toutes les parties, il faut bien qu'on en délimite la sphère, je propose que ça soit sur la Cisjordanie, incluant Jérusalem-Est, et Gaza, virgule,
en expliquant bien que ce n'est pas à moi, Cour pénale internationale, de déterminer des frontières, mais que ces frontières devront être déterminées dans le futur sur la base de l'autodétermination de toutes les populations concernées, c'est-à-dire sur la base de l'autodétermination de toutes les populations vivant à ce moment-là, au moment du référendum, sur le territoire de l'État de Palestine. C'est exactement la position du Hamas, et lorsqu'on dit le Hamas est contre l'État palestinien, il réclame un État palestinien dans les frontières de 1967 depuis des dizaines d'années. Alors on dit oui, mais il ne veut pas reconnaître l'État d'Israël. Mais êtes-vous prêt à signer la reconnaissance d'un État qui, en ce moment, va d'une partie de la Syrie à une partie de l'Égypte, à une partie du Liban, où l'égalité des citoyens n'est pas respectée? Israël n'est pas reconnaissable en l'État en tant qu'État. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette trêve de longue durée que propose la partie palestinienne est de loin la solution la plus raisonnable. Une trêve, on s'arrête. Une trêve qui pourrait durer 25 ans. Mahmoud Abbas m'a dit, on est prêt à 25 ans de trêve. Et est-ce qu'on ne peut pas penser qu'après 25 ans de trêve, un certain nombre de problèmes seront réglés, et en particulier l'apartheid qui existe aujourd'hui à l'intérieur du territoire d'Israël, à l'intérieur du territoire de 48. Est-ce que cet apartheid va durer indéfiniment? Autrement dit, c'est de loin la solution la plus raisonnable, et c'est pour ça qu'on ne veut pas des élections en Palestine. Monsieur Burger.